Voilà, de retour sur le plateau de Ça se discute. Julio Tometti a pris la place du directeur de publication du quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir, c'est un honneur de prendre la place du Bon, DP. la place sur Voilà, ce plateau. Moussou. La place sur ce plateau. D'accord. La place sur ce plateau. Voilà, nous allons parler santé à la faveur du Conseil des ministres de ce jour. Un vaste programme de réhabilitation et de construction de centres de santé, on va dire, dans tout le pays a été annoncé. On parle d'abord des travaux de réhabilitation et de reconstruction de 12 centres de santé dans la commune de Bonté. Ensuite, la réhabilitation de 4 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux, 15 hôpitaux de zone et construction de 7 hôpitaux de 65 lits. Et enfin, il y a eu la contractualisation pour la réalisation des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé partout dans le pays. On parle de si on doit s'appesantir sur la répartition de ces 688 centres de santé, on parle de 67 dans la Libourie, 68 dans la Takora, 42 dans l'Atlantique, 117 dans le Borgou, 60 dans les collines, 56 dans le Koufo, 19 dans la Donga, 15 dans le littoral, 64 dans le Mono, 68 dans l'Ouémé, 59 dans le plateau et 53 dans le zoo. Julio Tometti, si mes souvenirs sont exacts, le président de la République avait déjà annoncé ce vaste plan de réhabilitation de construction à l'occasion de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale en décembre 2022. Aujourd'hui, on peut dire que, on va dire, pratiquement 7 mois, 8 mois après, on y est, on peut dire. Non, je pense que le chef de l'État, il est quelqu'un comment dire, il faut le prendre au mot, d'accord. Même avant décembre 2022, le chef de l'État, bon, pas le chef de l'État, le président Patrice Talon, candidat à sa réélection, c'était déjà inclus dans son projet de société mandaté 2021-2026. Donc, cela n'a été que la confirmation. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous embrayons véritablement la concrétisation ou la réalisation de ce noble objectif. C'est tout le système sanitaire qui va se trouver renforcé en quantité et en qualité pour offrir, comment dire, l'amélioration de la capacité d'accueil en fait, des patients, offrir une meilleure qualité de soins et aussi avoir en fait d'une certaine façon les pôles de spécialité, d'accord, pour que certaines pathologies, on ne soit plus à se poser des questions ou forcément à opter pour les vacances sanitaires parce que les compétences ou le plateau technique n'étaient pas présent. L'autre chose que ça m'explique, c'est, je me pose la question de savoir, on a pu faire ça ou on fera ça sans qu'il n'y ait de tumulte, sans que les gens n'aient été en grève pour ça, sans que ça ait donné lieu à des revendications vindicatives d'une certaine façon. Donc, nous pouvons dire en fait, quand vous avez en fait des gouvernants qui sont mus par l'idée de faire avancer les choses, l'idée d'offrir le meilleur à leurs compatriotes, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tantôt, il faut les suivre au mot et continuer à prier pour eux que davantage ils soient inspirés. Voilà, Innocent Godonou, si je prends la réhabilitation des 4 centres hospitaliers et universitaires, les 4 centres hospitaliers départementaux, les 15 hôpitaux de zone et la construction de 7 hôpitaux de 65 lits. Quand on regarde un peu, c'est toute la carte du pays qui est prise en compte. Quand je prends les centres hospitaliers et universitaires départementaux, on a le Borgou, la Takora, la Donga, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, les hôpitaux de zone de Natitengu, Kouandé, Basila, Djougou, Malanville, Kandi et Banikwara. Là, on ne parle pas encore des 688 centres de santé. Oui, je dois d'abord féliciter le gouvernement pour ce vaste projet de modernisation du système sanitaire dans notre pays. Et surtout, il y a l'esprit d'équité, l'esprit de justice, le fait surtout d'offrir des services de qualité à la population. On n'a pas privilégié les populations d'une zone donnée. On a essayé d'étendre ce projet-là pour que tous les citoyens béninois, quelle que soit leur origine,
leur position, leur situation géographique puissent vraiment en bénéficier. Dans ce sens-là, il faut surtout saluer au fait ce projet qui est en cours. Mais vous savez très bien que de par le passé, on a toujours décrié au fait les traitements qui sont réservés aux patients. Il y a des hôpitaux qui ne sont pas équipés, il y a des hôpitaux qui se trouvent dans des états de délabrement très très avancés. Aujourd'hui, le gouvernement a compris que pour réussir au fait ce pari-là, il fallait concrétiser, il fallait mettre en place cet effort de modernisation. Moi, ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que le gouvernement a pensé aussi à un projet de création d'un centre funéraire. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est un aspect aussi très très important. Et vous savez aussi que dans les hôpitaux, il y a des infections. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de penser à ça. Le fait de pouvoir régler déjà ces problèmes, ces petits problèmes que les patients rencontrent et aussi que le personnel de la santé rencontre est déjà une condition de réussite et on apprécie cela à sa juste valeur. Oui, Dayan Kaitogla, le gouvernement a inventorié environ 725 centres de santé répartis dans les 12 départements comme des centres prioritaires pour faire l'objet de réhabilitation ou de reconstruction. Au nombre de ces centres, 37 sont déjà en chantier, d'où les 688 qui restent à attaquer. Vraiment, c'est une mesure à encourager, mais les prédécesseurs l'ont dit. Moi, je voudrais analyser la mesure sous deux volets. Le premier, c'est le volet social de cette mesure-là. Et on ne le dira jamais assez. Et lorsqu'on investit dans le capital humain, c'est qu'on a toujours des raisons de croire au développement. Donc, cette mesure permettra de porter vers les populations, surtout les plus reculées, des soins, des centres de soins, des centres de santé qui puissent quand même les soulager et les remettre, ou bien les remettre dans le système de développement que le gouvernement est en train de mettre en place. Et il faut dire que M. Julio a dit quelque chose maintenant qui m'a vraiment intéressé. C'est-à-dire ce n'est pas la suite de revendications, de grèves par-ci par-là que ces mesures ont été prises. Et ça, c'est quelque chose à encourager parce que le président avait donné sa parole et il est en train de la respecter. Et le respect de la parole donnée est un crédit qui toujours fait avancer les hommes politiques et un chef d'État qui s'affirme en tant que tel. Maintenant, sous un autre angle, il faut dire que c'est une question c'est une justice qui est en train d'être restaurée. Parce que les Béninois avant avaient des difficultés à se rendre dans c'est-à-dire faire des kilomètres avant de pouvoir découvrir un soin où il peut quand même se faire soigner. Ils ne vont pas voir Cotonou. Bon, c'est pas, nous ne parlons pas de Cotonou, justement la mesure dans les zones est plus vers les zones reculées que Cotonou. Oui. Justement, évidemment, quand vous regardez la dispersion un peu pour les centres de santé, on ne retient, il n'y a que 15 de retenus dans le littoral, contre 117 par exemple dans le Borgou, ou encore 59 dans le plateau, ou 60 dans les collines. Donc je crois que c'est une justice qui est en train de restaurer. Tous les Béninois ont droit à la santé. Oui. Et le gouvernement est en train de régler ce problème d'inégalité sanitaire qui se posait avec acuité. Et on a eu à dire sur ce plateau que les centres de santé, quand on veut la santé pour tous, il faut quand même équiper les centres de santé, il faut moderniser pour que les soins soient non seulement de quantité mais de qualité et qu'on n'ait pas besoin de recourir toujours à des expertises extérieures. Sans vouloir être taquin, je me dis, est-ce que en parlant de soins, on peut parler de quantité, on peut parler de qualité? On peut pas. Non, la quantité, c'est la multiplication des centres que j'appelle. Ah d'accord, c'était pour vous taquiner. Je comprends. Donc c'est une mesure qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Et je crois que les 688 au centre prévus vont être réalisés très bientôt pour le bonheur de la population béninoise. Maintenant, beaucoup de Béninois, on va dire, veulent être Saint-Thomas. Bon, c'est vrai que c'est un vaste. Franchement, on va dire, n'ayons pas peur de le dire, assez révolutionnaire, parce que là, on s'attaque carrément à tout le pays. Si on y met l'hôpital de référence qui est presque achevé à Calavi, les velléités, en tout cas, les projets d'équipement des différents centres existants, on peut dire quand même qu'on a
Disons, c'est toujours un travail continuel, hein, la santé et tous ces chantiers, mais on pourra dire que d'ici là, il y aura beaucoup de mieux dans, disons, la dispensation des soins de santé, le confort. En tout cas, vous avez parlé de capacité d'accueil, le confort des patients, évidemment. En fait, quand je vous lisais tout à l'heure les chiffres, quand je lisais les chiffres dans le relevé du Conseil des ministres, j'ai peur, je me demande est-ce que ceux-là vont pouvoir... Comment ils vont faire? Comment on va pouvoir faire ça? Je me demande à quel moment nous allons pouvoir faire le bilan de ce qui a été annoncé. Est-ce en 2 ans, est-ce en 3 ans, est-ce en 5 ans? Je me pose toujours la question. Mais tu veux dire qu'en fait, il y a... comment dire, il a été annoncé la contractualisation pour... En fait, donc ça veut dire que tout soit fait dans les normes. Comment dire, ce qui serait des prémices a été déjà fait. Donc, les études techniques vont pouvoir démarrer et peut-être nous situer dans le temps. Mais toutefois, on peut déjà se rendre compte que, bon, en fait, ça va forcément démarrer. Même si peut-être on ne finissait pas avant la fin de quinquennat 2021-2026, l'État reste une continuité et ces projets, si ça continue, ça a vu le jour, que ça doit pouvoir aller à son thème. Ce qui est évident, en fait, qu'il faut voir, c'est que en fait, ce gouvernement tel que nous l'avons connu ne s'engage pas lorsque les ressources, ce qui est de l'essentiel, c'est-à-dire la mobilisation des ressources financières n'a pas été chose effective, ou bien les perspectives de mobilisation de ressources ne sont pas effectives ou assurantes. Donc, on peut se rassurer de ce qui a été annoncé sera fait. Je reviens un peu en arrière pour dire que, en parlant de ces choses-là, je dis peut-être le précepteur du redressement social a à un moment donné manqué de pédagogie. Il a manqué de pédagogie parce que on nous a, en le disant, en parlant de redressement social, a oublié de dire ce que c'est que le redressement social. En fait, quel contenu donner au redressement social? Si on veut tenter en fait un contenu objectif au contenu social, j'ai l'habitude de dire, c'est d'offrir des soins de santé de qualité aux populations, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation. Lorsque vous offrez ça, en fait, je pense en fait, ça tient véritablement en fait ce que nous pouvons mettre dans le redressement social. Je parle de pédagogie parce que nous avons une pratique. Lorsque vous changez de paradigme, il faut la pédagogie enseigne. Il recommande que en fait, vous dites en fait là où vous allez ou ce que vous mettez dans le redressement social, de sorte que vous l'auriez constaté quand un certain nombre de mesures avaient commencé, on s'était dit, bon, on n'a pas de redressement social, mais il y a une sorte d'élargissement de l'assiette fiscale. Il y a une politique, en fait, de recouvrement fiscal qui est de plus en plus récurrente. Je parlais tantôt de ce que, si on veut nous offrir des soins de qualité tels que nous sommes en train de le dire, il faut, en fait, des ressources convenables. Et donc, tout va de pair. Nous, le DP le disait tantôt, nous sommes une nation, donc la construction, elle est collective. Et parlant toujours de santé, je me dis à un moment donné, il arrivera, en suivant peut-être les dernières actualités sur les réseaux sociaux, comme nous en avons l'habitude, le DP le disait encore tantôt, que nous avons l'habitude de traiter les informations de manière parcellaire. En fait, ce à quoi nous contraignent d'une certaine façon les réseaux sociaux d'une certaine façon. On dit, bon, il y a tel malade qui est décédé dans tel hôpital, ça veut dire que tout notre système sanitaire est à plat, et rien ne se fait, rien de bon ne se fait, alors que continuellement, en fait, beaucoup de choses se font. Il n'y a que dans la vie des hommes, il n'y a pas en fait ce pays-là où il n'y a pas, excusez-moi de le dire, je ne banalise pas le fait que des erreurs peut-être individuelles ou bien peut-être ce qu'on appelle même en droit des erreurs médicales arrivent et coûtent la vie à des gens. Ce sont ce que je peux appeler des épiphénomènes. Ça arrive souvent, non. Ça comment dire, ne remet pas en cause fondamentalement tout ce qui est en train d'être fait. Il arrivait un moment où dans ce pays on va oublier, je me dis, avec ce que se passe, il arrivait un moment dans ce pays où nous allons oublier le CNHU par exemple. Parce que les soins de santé se sont tellement diversifiés en termes de qualité où vous pouvez avoir les meilleurs soins un peu partout sur le territoire national que on ne sera pas obligé de quitter peut-être le centre pour se référer au CNHU, pour se soigner, pour un certain nombre de pathologies. Donc, c'est ce qui se fait pour améliorer qualitativement l'accès
et la qualité des soins. Donc, il ne peut qu'encourager et espérer que cette dynamique puisse véritablement continuer. Et comme je disais tantôt, l'État reste une continuité. Ça a commencé, ça doit aller à son achèvement au bonheur des Béninois. Oui, vous parliez des morts également, gageons que ce soit accidentel. Les morts, on a dit, de façon prosaïque, ont été prises en compte aussi dans le Conseil des ministres. C'est une transition bien tout trouvée. Bon, oui, merci. Comme vous êtes dans la chaise du DP, je pense que vous avez eu les bons mots et vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a le projet de réalisation des études de faisabilité de dimensionnement du projet de création d'un centre funéraire, d'une morgue, d'un crématorium et d'une école de formation de thanatopraxie au Bénin. Donc c'est pour, disons, régulariser aussi un secteur qui est, on va dire, qui est un peu, je ne dirais pas sans règles, mais bon, pour ceux qui ont été confrontés à ces vicissitudes de la vie, on peut dire que la gestion des dépouilles mortelles dans notre pays n'est pas toujours un fleuve tranquille. On sait qu'il y a une association qui avait l'habitude de mettre des photos insoutenables sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on peut dire que cette démarche tombe à pic. Oui, il faut dire dans un premier temps que c'est un secteur qui est réglementé, mais il n'y a pas le suivi parce que il y a certaines morgues, il y a certains centres funéraires que quand vous passez aux alentours, il y a des odeurs pestilentielles, en tout cas des odeurs que vous sentez. Il y a aussi de l'eau, donc il y a les installations ne répondent pas réellement aux normes. Et si le gouvernement décide de mettre en place un centre funéraire, une morgue et aussi, pourquoi pas, une école de formation de thanatopraxie, c'est que des études, il y a un diagnostic qui a été posé, ont révélé effectivement que les installations ne répondent pas réellement aux règles, aux normes, aux standards. Et aussi, il faut comprendre que le personnel, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans ces centres-là, il y en a certains même qui ils déplorent même, ils regrettent même le fait d'avoir déposé leur défunt ou bien la dépouille de leur défunt dans ce centre-là parce que les soins n'existent pratiquement pas. Et les corps sont jetés, sont entassés d'une manière ou d'une autre. C'est une situation déplorable. Le gouvernement veut maintenant moderniser et préparer, pourquoi pas, penser à une bonne sépulture pour nos défunts. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un volet d'abord un volet environnemental. Parce que si ces morts-là ne sont pas bien soignés, ça peut affecter la santé humaine. Et ça peut affecter des vivants, justement. Et non seulement aussi, il y a le sol qui peut être aussi infecté. Donc, il y a toutes ces études-là qui sont très importantes. Et si le gouvernement a pensé mettre en place ces infrastructures-là, c'est parce que de par le passé, la situation est vraiment très grave et il fallait y penser. C'est vrai qu'il existe des morgues, il existe des centres funéraires un peu partout, mais la qualité n'existe pas et les conditions requises ne sont pas réellement remplies. Et il va surtout falloir aussi que le gouvernement, après avoir installé ces infrastructures-là, puisse aussi mettre en place des équipes d'inspecteurs pour aller voir le travail qui se fait vraiment ailleurs. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas toujours la joie. Et donc, en tout cas, ça reste quand même une préoccupation majeure pour l'État. Et le fait d'y penser, c'est déjà bien. Voilà, sur cette même question, une école de thanatopraxie, donc pour former des hommes et des femmes, un personnel qualifié pour délivrer les soins de conservation. Une école technique. Bon, je ne vais pas être long. Parce qu'on ne le sait pas souvent. Pour ne sait pas souvent, ça ne s'improvise pas. Conserver, en tout cas, ça paraît banal. Soin de mort. Il y a les méthodes traditionnelles qui existent. Oui, qui ne répondent pas. C'est quelque chose de très précis. Je ne vais pas trop épiloguer sur le sujet, la question, parce que
Parler des morts lui pose problème. J'aime plus les vivants que les morts. Mais je vais quand même dire 2 mots. Le premier, c'est que une école de formation pour ces agents-là qui s'occupent qui s'occupent de la gestion de nos dépouilles. Et donc ça, c'est vraiment important parce que quand vous êtes à Cotonou, vous ne ressentez pas forcément ce qui se passe dans les centres les morgues, les morgues où les dépouilles sont déposées. Vous avez l'impression, moi je me suis posé la question si vraiment il y a une école en la matière. C'est la première fois que j'apprends ça. Et c'est une bonne chose. Parce que n'importe qui se lève et crée une morgue dans les zones reculées là. Vous allez, bon, je ne vais pas nommer les zones, mais dans les zones reculées, n'importe qui se lève et crée une morgue parce qu'il y a un centre là, il y a quelques instruments, quelques infrastructures qui lui permettent de créer. Ce n'est pas ça. Il y a quelques méthodes expéditives. Vous entrez parfois dans des morgues où vous pleurez en plus de la pleure qui vous a amené. Ce n'est pas toujours bien. Donc, s'il y a un centre de formation, il est important que l'État puisse associer la population qui, parfois aussi, conduit ces agents-là dans ces impertinences, dans ces incohérences que nous observons dans la gestion des dépouilles. Et pourquoi? Parce que les gens déposent des corps dans des morgues, ils ne prennent pas, ils ne vont pas retirer. Ce n'est pas c'est faute de moyens, mais la définition même de cette structure-là n'est pas trop comprise par la population. Et la formation doit non seulement prendre en compte les agents, les spécialistes du domaine, mais aussi ceux qui, c'est-à-dire les éventuelles populations qui sollicitent le service de ces trucs-là, parce que ce n'est pas toujours bien que dans les préparatifs... les éventuelles populations, mais on y passe tous. Il n'y a pas oui, justement, on retrouve des insanités, c'est pas insanité, des questions environnementales qui vraiment affectent les usagers de cette boîte-là. Donc je souhaite que cela, non seulement, c'est un centre, vous avez dit, un centre de formation, un centre funéraire, une morgue, un crématorium. Ça va être compté où? Vous ne savez pas tout. Non, j'aurais souhaité que ce soit, c'est-à-dire un peu partout. Non, de toute façon, dans les normes, les hôpitaux, ce qu'il y a comme centre de soins, les hôpitaux universitaires, les départementaux ont l'obligation d'avoir des morgues. Mais la préoccupation, c'est crématorium. Est-ce que dans la culture africaine, dans la culture béninoise, on peut tolérer à ce que les défunts soient incinérés? Ça existe déjà. C'est vrai, en Afrique. Il y a quand même l'exemple. Il y a l'exemple de l'honorable paix à son âme, Rosine Soglo, qui a été incinérée au Ghana. Et c'est parce que peut-être ça n'existe pas au Bénin qu'on est obligé d'aller là-bas. Pour vous dire la vérité, j'aurais souhaité que l'État investisse plus davantage dans la santé des vivants. Oui, bon. Mais la santé, c'est quand même préoccupant qu'un philosophe ait des problèmes avec la mort. C'est le comble. Je ne sais pas ce que vous enseignez. Mais bon. Vous mourrez quoi. Je suis après là. Je pense qu'en fait, l'industrie mortuaire dans notre pays va connaître, comme ça en train de le dire, une réhabilitation. Il y a une ONG qui se bat pour ça. Je ne vous ai pas appelé le nom ni de son promoteur, et dont vous parlez tantôt. Et je pense que c'est le moment idoine en fait de revenir sur l'essentiel par rapport à cela. Parce que véritablement, en fait, le plan qui se pose généralement, lorsque moi j'ai entendu la première fois, une école de formation, comment vous l'avez appelé? Voilà, j'ai bien envie de demander à François-Xavier Noumon s'il peut aller se faire former. Bon, ça va participer. Ce serait peut-être dans une reconversion. En fait, c'est comme je disais, en fait, c'était notre rapport avec la mort, et j'ai été quand même ravi la banalité avec laquelle vous avez abordé le sujet pour dire que c'est un sujet en fait comme tout autre. Et donc ça a besoin d'être professionnalisé. Parce que c'est une réalité quotidienne la mort en fait. Et c'est comme le scénario qui était décrit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a l'absence en fait de ces centres funéraires, de ces morgues en fait dans un certain nombre de localités que en fait les gens s'improvisent à un moment donné, morgués ou autres, et avec toutes les conséquences tous les risques environnementaux et sanitaires que ça pourrait avoir. Parce que comme le disait quelqu'un, si vous ne prenez pas soin
des morts, vous n'arrivez pas à protéger les vivants. Et si vous n'arrivez pas à protéger les vivants, vous allez les transformer en morts et donc le cycle va continuer. Donc cela en va de la préservation de la vie que de réfléchir et de penser à la mort pour que cela se fasse dans de très belles conditions. Et je pense que l'autre problème qui se pose par rapport aux morgues aussi, le CNHU, l'hôpital de référence, a déjà donné en fait la ligne directrice par rapport à la question de conservation qui aujourd'hui ne dépasse plus 15 jours lorsque vous déposez. Donc ça permet aussi en fait une certaine de désengorger. Donc cela facilite aussi en même temps en fait le travail de ces agents-là. Vivement. Je pense que pour les morts, vous êtes juriste, vous avez le plaisir, pour les morts, les corps qui ne sont pas récupérés depuis des lustres, je pense qu'il y a des procédures. Oui, c'est le parquet, c'est le parquet qui fait des inhumations dans les fosses communes. Et bon, ça a toujours été. J'ai lu un roman d'un ami, Ma mort plus belle que la tienne, de Yves Dacoudi, qui a bien en fait parlé de cette scène-là. Un individu qui est venu récupérer le corps de son père un an plus tard, d'accord. Toute la famille, il a tout apprêté et c'est là qu'il se rend compte que le corps avait été déjà enterré. Donc en fait, c'est pour dire que l'auteur était même en avance en fait quelque peu sur les faits. Donc il faut véritablement penser aussi à la mort parce que ça reste une réalité de la vie. Oui. Ça reste une réalité de la vie. Bon, il m'a remis dans mon bain. Il vous renvoie beaucoup de philosophie. Voilà, avant de passer à l'autre sujet, rappelez aussi qu'il y a, disons, par rapport à ce Conseil des ministres, une autre nouvelle intéressante parce que le président de la République avait pris date également et là, on peut dire on y est. C'est pour la construction et la réhabilitation des 15 lycées techniques et professionnels, 6 lycées scientifiques, un lycée de jeunes filles et 2 écoles normales supérieures. Alors, pour les lycées techniques, on parle de Pondéou, de Porte-Novo, de Candy, de Boupa, d'Ina et de Paubert. Sont également concernés les lycées techniques, la réhabilitation des lycées techniques à Boumé-Calavi, Lokossa, Boyko et Cotonou, donc le lycée Koulibaly, de même que les lycées techniques professionnels de Tchaourou, Ida, Djakotomé, Djougou et Natitengu. Donc ça aussi on en parlait, on en parle, donc là aussi on est au niveau de la réalisation des études d'impact environnemental et social et autres prestations sur les sites des travaux de construction et de réhabilitation de ces lycées techniques et écoles normales supérieures. Donc là aussi on rentre peu à peu dans le vif du sujet. Oui, je pense que c'est de très bonnes mesures qui sont en train d'être prises et depuis l'avènement de la rupture, on veut inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on a formé déjà beaucoup de, je peux dire des chômeurs qui pratiquement n'ont pas une connaissance technique en bonne et due forme. Donc tout le monde, les universités sont remplies aujourd'hui et je pense que le pragmatisme est désormais dans la philosophie de gouvernement. Il faut créer plus de lycées, il faut créer beaucoup plus de centres de formation pour que le Bénin ne soit pas en mesure de faire de longues études avant de pouvoir gagner un peu, gagner son pain quotidien. Donc moi, j'épouse... Bon, les longues études ne garantissent pas toujours le pain quotidien. Oui, bon, voilà. Donc, en fait, c'était l'idée, c'était la philosophie. Maintenant, il y a un changement de paradigme, les manières de penser. Et moi, je veux que même dans les 77 communes, que des lycées soient implantés un peu comme les collèges. Et là, ça va diversifier un peu bien l'enseignement dans notre pays, l'enseignement au secondaire. Justement, vous ne m'avez pas dit, pour l'école de formation de Tadacto-Praxi, vous ne pensez pas à une reconversion oui, si j'ai une opportunité dans ce sens-là, je peux m'y aventurer. Pourquoi pas? Parce que c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir maintenant avec la modernisation qui est annoncée. J'aime votre optimisme. Je ne vous pose pas la même question, mais je connais la réponse. Mais non, répondez par rapport au lycée technique parce qu'il nous reste quelques minutes. Non, ça me réjouit. Il faut rendre les choses plus pratiques aux élèves. Il faut former un homme utile au développement. Il faut former des gens qui sont capables de transformer, des gens qui sont capables de produire, des gens qui sont capables d'inventer, de créer des éléments, des valeurs ajoutées au développement. Pas seulement cet enseignement littéraire où on se met à ressasser
et pas bavarder à l'USAC, mais qui ne donne pas grand-chose. Maintenant, moi, j'ai une préoccupation. Oui. J'ai une préoccupation, c'est laquelle? Est-ce que la multiplication des centres de formation technique et professionnelle, est-ce que ça réduit réellement le problème d'emploi? Je crois que c'est en partie. Parce que quand vous prenez des mesures du genre, il faut en amont prendre des dispositions pour que cette vague d'apprenants, de Béninois qui va se lier forcément à ces centres-là, soit quand même employée lorsqu'elle va finir. L'idée première, c'est qu'il puisse se prendre en charge. On me dira, j'ai pas fini, on me dira que c'est pour l'auto-emploi. C'est bien vrai que c'est pour l'auto-emploi, mais la culture de l'auto-emploi n'est pas encore générée dans le pays. Mais il faut prendre des mesures en amont pour que les gens ne rêvent pas, se professionnaliser et que quand ils vont finir là, ils se retrouvent dans une situation que ceux qui auraient embrassé la carrière. Oui, ça c'est l'avertissement du philosophe et ça compte. Oui. Et je pense que nous avions peut-être, nous tenons les choses par le bon bout maintenant. En fait, vous savez, l'orientation telle qu'il était fait chez nous, c'était après le baccalauréat. Maintenant, vous savez, la tendance est inversée. L'orientation aujourd'hui, c'est exclusivement, pas exclusivement, mais c'est prioritairement à partir du BEPC. Pour que véritablement l'apprenant puisse s'orienter vers, en fait, ce qui semble être peut-être passionnel pour lui, donc pour enjoindre nécessité, passion et compétence. Parce que, en fait, je prends un cas tout simple. Lorsque vous, après votre BPC, vous avez l'opportunité de vous inscrire et d'aller dans un lycée pour faire l'électricité, en fait, l'avantage, c'est que vous êtes plus aguerri, d'accord, par rapport à votre domaine d'activité. Et la société aussi en bénéficie parce que vous offrez de meilleures prestations que ce que vous auriez après sur le tas ou dans les ateliers d'une certaine façon. Donc, ça va forcément changer un peu la donne. C'est-à-dire quoi? La déscolarisation, il y aura encore moins de déscolarisation parce que les perspectives, vous parlez d'études longues aujourd'hui, de certaine façon. Les études longues font que certains parents, après le BPC, disent qu'est-ce qu'il va faire? Va chercher un boulot. Mais lorsqu'on offre l'opportunité d'aller faire peut-être de l'agronomie, de la maçonnerie, la plomberie, la soudure, ainsi de suite, l'orientation se fasse très vite et très bien d'une certaine façon. Ça nous évite en fait ces effets-là qu'on a observés à ce dernier bar, par exemple. C'est un fait anodin, mais il faut le rappeler. Ce fameux candidat au bac A2 qui a obtenu, ayant obtenu 11 et quelques, a échoué parce qu'il a 0 en mathématiques. C'est toujours la faute de l'orientation. Celui-là aurait été bien orienté à partir du BPC, qu'il aurait embrassé en fait une filière qui estime complètement en fait de curricula que nous avons et des préceptes que nous avons par rapport à ce truc-là. C'est-à-dire que en tenant compte de vos compétences, vous savez où vous orienter pour véritablement très vite vous retrouver. J'espère que en fait ça va permettre au niveau des lycées existants de faire la lumière sur ces lycées-là et de démultiplier les ordres de formation, là où peut-être et aussi de dédoubler, pourquoi pas, les classes, là où il y avait peut-être une classe de menuiserie, il y en sera 2 ou 3 pour offrir tout là, c'est d'avoir désengorgé ce que, en fait, le flux au niveau de l'enseignement général, et donc petit à petit, nous allons pouvoir quand même rentrer dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Merci Innocent Godonou. Je rappelle que vous êtes enseignant et journaliste, Daniel Kayintogla, enseignant, philosophe, j'insiste là-dessus. Enseignant de philosophie. Oui. Enseignant de philosophie. Vous n'êtes pas philosophe? Non, d'accord, pas encore. Enseignant de philosophie. En formation. Philosophe en formation. Ça, je vais le préciser à chaque fois. Il n'aime pas la mort. Il n'aime pas la mort, oui. Julio Tometti, juriste et analyste politique. Nous parlerons peut-être à une prochaine occasion du 0 en mathématiques parce que je considère que même en A2, c'est inexcusable. Voilà. Merci mesdames et messieurs, ce n'est que mon avis. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez revivre cette émission sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Twitter Télé Live et notre compte Facebook Télé en direct. Merci et à demain pour d'autres développements.